Le quorum étant atteint, l'ordre du jour peut être examiné. Vous avez été destinataire de la liste des décisions prises durant le mois de mars 2024. Avez-vous des observations, chers collègues? Oui, Madame Vidal. Oui, bonjour Monsieur le maire. En préambule, je souhaiterais attirer votre attention s'agissant du silence récurrent dont fait preuve votre mairie. En effet, je vous ai adressé un mail en date du 4 avril pour obtenir, comme promis lors du dernier conseil, la liste des services dans lesquels les 7 postes de catégorie A créés depuis 2021 ont été ventilés. Et je vous avais aussi demandé quel type de poste. Aussi, malgré le recrutement de ces 7 fonctionnaires, la réactivité ne semble pas être le fort de votre équipe. Et permettez-moi de déplorer l'inertie de certains de vos services quand il s'agit de répondre aux demandes légitimes des élus de l'opposition. Dans ce mail, je vous demandais également de me fournir la liste des baux commerciaux dits précaires contractés entre la mairie et les commerces du centre-ville, mais pas de réponse. Cela interroge. La mairie d'Orange, dans son refus de communiquer sur le sujet, aurait-elle des choses à se reprocher dans sa politique des baux précaires instaurée en 2019 par votre père? Dans Orange Vérité de novembre 2021, la mairie se vantait qu'au deuxième semestre 2021, malgré la crise sanitaire, 11 commerces avaient ouvert dans le cœur de ville. Je rappelle que ces baux sont contractés pour 2 ans et reconductibles une année supplémentaire. Cette politique dite volontariste, je cite toujours Orange Vérité de novembre 2021, pour lutter contre la désertification du centre-ville, à laquelle Orange n'échappe malheureusement pas, où en est-elle en 2024? Je réitère donc ma question. Combien avez-vous signé de baux dits précaires depuis la mise en place de ce dispositif? Que se passe-t-il à la fin du bail? Les loyers augmentent-ils de beaucoup? Quelles en sont les modalités? Quels sont les critères des augmentations? Enfin, je vous avais adressé la semaine dernière un courrier avec accusé de réception pour obtenir la convention de collaboration occasionnelle et bénévole contractée avec votre père, mais là encore, pas de réponse, c'est le silence. Pouvez-vous à présent me donner des éléments de réponse? Oui, Madame Vidal, je suis ravi d'entendre le son de votre voix, ça change. Écoutez, vous commencez sur les chapeaux de roue en attaquant les services. On retrouve une idée commune avec l'opposition. C'est bien, ça prouve bien une fois encore la gauchisation du Rassemblement national. Vous trouvez que le centre-ville dépérit. Encore une fois, ça fait un lien avec vos collègues libéraux et communistes. Moi, je trouve que ça se passe plutôt bien. Je pense que si vous aviez étudié l'ordre du jour, vous verriez que ça fait un point qui va être établi aujourd'hui, dont on va faire état. Donc, je laisse le temps à la délibération ad hoc de le relever. Quant à la position récurrente, toujours encore une fois, qui montre bien votre lien avec, finalement, avec le positionnement de l'opposition orangeoise, vous attaquez d'une manière assez inélégante Jacques Bompard, et moi par voie de conséquence. Vous savez, quand je vois ce à quoi ne ressemble pas votre parti politique, ou ce à quoi ne ressemble pas la tête de liste derrière laquelle vous vous étiez placé, je me dis que bon, j'ai pas vraiment de leçon à recevoir de votre part. Je vois chez les gens du Rassemblement national, qui dans le Vaucluse doivent quand même beaucoup à Jacques Bompard, s'amuser à lui cracher dessus depuis plusieurs années. C'est quand même assez amusant. Vous vous êtes placé derrière une tête de liste qui n'est ni plus ni moins que son neveu. C'est quand même assez hallucinant. À qui, d'ailleurs, il doit à peu près tout, un peu comme tous les gens du Rassemblement national dans le Vaucluse. Et vous-même, d'ailleurs, vous étiez positionné derrière M. Magnin, dont on connaît les frasques politiques. C'est-à-dire que vous êtes mis derrière quelqu'un qui a dit, quand il y avait eu... parce que là, je ne vous ai pas trop entendu parler, quand M. Hébrard a inauguré la mosquée turque du Pontet, qui avait dit dans la presse le visage de la France est en train de changer et il faut bien que les gens de Reconquête s'y fassent. Bon, je suppose que c'est votre ligne politique, puisque vous venez à utiliser les mêmes arguments politiques que Xavier Magnin. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je trouve que c'est ridicule et c'est assez honteux. Je vois également que Marie-France Leroux, dans votre prochaine tribune et dans la tribune précédente, glose aussi sur les condamnations de Jacques Bompard. C'est dommage qu'elle soit jamais là, je le reconnais. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas fait part de ses oppositions aux condamnations de Jacques Bompard quand elle a réinscrit, quand elle s'est remise sur cette liste. Elle aurait pu le dire, parce que c'est des problèmes qui datent depuis 2007. Elle aurait dû dire, non, moi je trouve que c'est scandaleux ce qui arrive à Jacques Bompard, je ne me remets pas sur sa liste. Et elle aurait pu tout également dire, avec une certaine élégance, ne pas vouloir prendre sa suite en tant que députée, en tant que suppléante. Bon, c'est ce qu'elle a décidé de faire. Donc, partant, vu l'inélégance et j'allais dire le
le caractère assez peu civilisé de l'attitude des représentants du Rassemblement national de Vauclusien, je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir de votre part, ni de légalisme, ni d'autre chose. Et encore une fois, gloser sur les condamnations Jacques Bompard, quand le responsable départemental du Rassemblement national a été condamné pour recel d'œuvres d'art, je ne suis pas sûr que ce soit non plus des plus opportuns comme axe politique. Voilà. Oui, 2 secondes, mais je crains que vous enterriez, que vous creusiez encore plus votre tombeau politique. Que je ne vous attaque pas, je demande juste la liste des baux précaires, dits précaires, qui ont été contractés entre la ville d'Orange et les commerces. Si c'est de l'inélégance, je ne comprends pas très bien là où vous voulez en venir. Non, c'est pas l'élégance, mais qui commence à vous caractériser du reste. Donc, et s'agissant de la demande de collaboration, je pense qu'on est en droit, en tant qu'élu de l'opposition, d'obtenir la collaboration qui a été signée bénévolement entre votre père et vous. Je ne vois pas ce qu'il y a de secret. Oui, j'élargis le sujet parce que vous êtes toujours plus agressif à l'écrit qu'à l'oral. Moi, j'aime bien avoir la confrontation face à face. Voilà. Donc, quand on crache sur les gens par papier, il faut avoir le courage de ses opinions aussi dans la rue. Ah, mais je l'ai aussi. Les ouin-ouin, moi, ça m'intéresse pas. Oui, mais moi non plus. Ne le pratiquez pas alors. Vous pouvez me fournir la liste des baux précaires? Si vous aviez lu la délibération, vous verrez qu'on en fait état du jour. Voilà. La liste des baux précaires? Mais oui, notamment, oui, on en parle, oui. Oui, vous en parlez, mais est-ce que vous pouvez nous fournir la liste? On vous le fournira, mais elle est déjà dans la délibération, notamment. Oui, mais si vous lisez pas les délibérations, ça, c'est pas mon problème. Sinon, je les lis, mais si vous voulez, s'agissant des 7 fonctionnaires, j'attends encore. Il faut que vous compreniez quelque chose aussi. Les services, ils sont au service de la majorité, donc ils travaillent. Et déjà, avant de rentrer, vous avez fait une entrée fracassante en vous plaignant que les services ne répondaient pas assez vite à votre goût. Si les Orangeois vous avez senti assez aptes à diriger cette ville, ce serait vous qui dirigeriez. Pour le moment, ça n'est pas vous. Je pense que c'est pas pour tout de suite, du reste, quand on voit le score que vous avez fait. Et très sincèrement, moi, la priorité pour les agents, c'est de servir les Orangeois, pas de servir les desiderata. Donc vous aurez les informations, mais autant des services qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas. Voilà. Oui, aussi. Là aussi, c'est pareil, vous avez les décisions trimestrielles, il faut les lire. Comme quand vous demandez les budgets. Vous avez loué Yannick QR en son temps, si elle ne vous a pas transmis les budgets précédents, moi j'y suis pour rien. Hein. S'il n'y a pas de communication au sein de votre liste, enfin de votre liste, de ce qu'il en reste, eh bien alors, il ne fallait pas me le demander. On est bon? Bon, si on est bon alors. Donc pas d'autres remarques? C'est dommage. Alors, vous avez été destinataire du procès verbal de la séance du 22 mars 2024. Avez-vous des remarques, chers collègues? Pas de remarques? On passe au vote? Dites-moi, monsieur Savignan, ça marche pas? Il faut un petit peu de temps. C'est un diesel. Pardon? Madame Alouis s'abstient, vous pourrez le, s'il vous plaît? Vous l'avez validé? Ouais, bon, tant pis. Contre? Abstention, c'est 2 abstentions pour le groupe de... Ça a été mis en contre, mais on vous place en abstention. Ok, ça marche. Ok. Non, mais on corrigera sur le PV. Allez, c'est acté. Allez, c'est bon. Alors, 34 votes, 28 pour, 6 abstentions du coup. On est d'accord? Le dossier est adopté, je vous en remercie. On va passer au compte de gestion. On ne peut pas les voter en bloc, on va les voter les uns après les autres? Bon. Est-ce que vous avez Alors, le compte de gestion est en tout point raccord avec Voilà, ça, vous connaissez la chanson. On va les voter les uns après les autres. Vous avez des remarques à faire sur les comptes du trésorier payeur ou non, on est bon? Bon, on passe au vote? Directement, on enchaîne?
Mais présente ton meilleur profil. Présente ton meilleur profil. Allez, on est bon. Alors, 35 votes, 33 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Compte de gestion, pompe funèbre, s'il vous plaît. Madame Arsac, Monsieur Boudier, Madame Chalandon et Madame Lagier, on n'a pas reçu vos scrutins, s'il vous plaît, chers collègues. Alors, 35 votes, 33 pour, 2 abstentions, le dossier est adopté, je vous en remercie. Compte de gestion funéraire crématorium. C'est tout pour toi, finalement. C'est tout pour toi. Ça dure plus longtemps que toi. Alors, Monsieur Boudier, Madame Chalandon, Madame Malouis et Madame Lagier, on n'a pas reçu vos scrutins, chers collègues. Il n'y a plus de problème. C'est bon, ça marche. Hein? C'est bon, c'est bon. Alors, 35 votes, 33 pour, 2 abstentions et parking souterrain, théâtre antique. Oh, c'est coupé. Christiane, on n'a pas eu ton scrutin, pardon. Alors, 35 votes, 33 pour, 2 abstentions, le dossier est adopté, je vous en remercie. Et on passe à l'élection du président de séance pour les comptes administratifs. Et Denis Sabon a candidaté, donc je vous propose de passer au scrutin. Alors, il reste Monsieur Gastou, Madame Normani, Monsieur Proto et Monsieur Vaton. Score Châteaunevois pour Denis, 100%, bravo, félicitations. Alors, et donc on passe, alors je sors pour les votes, mais je peux participer au débat. Donc on passe à la présentation des budgets, des comptes administratifs, pardon. Allez, c'est à toi, Denis. Chers élus, synthèse globale des comptes administratifs 2023, ville, pompe funèbre, crématorium et parking. Un budget est voté pour une année calendaire, ainsi en début d'année suivante, il convient d'arrêter et de clôturer le budget passé. À cet effet, les services de la ville se rapprochent du trésorier afin de pointer toutes les écritures passées et tomber ainsi sur une parfaite concordance. À l'issue, la commune édite le compte administratif complet pour l'exercice 2023. Nous constatons, alors, sur le budget principal, un excédent de fonctionnement cumulé de 6 437 673,86 € et un excédent d'investissement cumulé de 10 948 482,42 €. Sur le budget annexe des pompes funèbres, un excédent d'exploitation cumulé de 574 018,63 € et un excédent d'investissement cumulé de 603 754,13 €.
Budget annexe du crématorium, un excédent d'exploitation cumulé de 982 329,09 € et un excédent d'investissement cumulé de 903 233,88 €. Budget annexe du parking souterrain du Théâtre Antique, un excédent d'exploitation cumulé de 158 611,40 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les comptes administratifs du budget principal de la ville d'Orange ainsi que les budgets annexes pompes funèbres, crématorium et parking souterrain du Théâtre Antique, de constater les identités de valeur, les indicateurs du compte de gestion, d'arrêter les résultats définitifs des comptes administratifs 2023 tels que résumés dans les présentes délibérations et enfin d'autoriser le président de séance habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Si vous avez des questions, on va y répondre. Si on passe au vote, monsieur le maire sortira. Oui, madame Normani. Je fais un petit rappel sur les évolutions du budget principal depuis le début de ce mandat. Donc en 2021, nous avons un excédent de fonctionnement de 6,1 millions. En 2022, nous avons un excédent de fonctionnement de 0,5 millions. Et en 2023, nous avons un déficit de fonctionnement de 0,2 millions. Donc en 2 ans, vous avez réussi à générer une perte de 6,3 millions dans les caisses de la ville. Je trouve beaucoup de légèreté dans la gestion financière de notre ville. La majorité de M. Bompard-Père a construit toute sa légitimité sur la bonne gestion de la ville. Et en 2 ans, son fils abandonne totalement la ligne directrice de son père. Je vois que le bénévolat de votre père n'est finalement pas très utile aux finances de notre ville. Et franchement, pour 4 622 € d'indemnité mensuelle que M. le maire perçoit, c'est cher payé pour une aussi mauvaise gestion des finances de notre ville. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, chers collègues? Madame Alouis. Oui, voter le compte administratif et le budget, c'est à la fois faire le bilan de votre politique et se projeter sur un programme permettant de répondre aux besoins de nos concitoyens dont les préoccupations majeures sont aujourd'hui la baisse du pouvoir d'achat et les problèmes de santé. Se rajoutent à ces priorités sur lesquelles nous devrions agir des réalités spécifiques à notre ville sur lesquelles nous devrions avoir des politiques volontaristes. Un chômage plus important que la moyenne départementale et nationale, 16,8%, avec un développement des emplois de services et du commerce au détriment de l'activité industrielle qui a perdu 300 emplois. Une population fragilisée par la pauvreté, 23% des foyers orangeois sont concernés, sans politique inclusive. Une détérioration de l'accès aux soins et le nombre de médecins généralistes de chuter. Le classement de notre ville en zone tendue car l'offre de logement n'est pas adaptée à la demande, avec la particularité contradictoire d'un nombre de logements vacants important, 1100 si je ne me trompe pas. Une offre de transport en commun peu étendue, alors que 54% des Orangeois travaillent à Orange. Cet état des lieux, c'est vous qui le faites dans le dossier numéro 18 pour argumenter la nécessité d'adopter une convention d'opération de revitalisation du territoire pour lequel nous voterons. Vous nous donnez des arguments objectifs pour critiquer votre compte administratif qui est le fruit d'une politique d'immobilisme visant à réaliser des performances financières déconnectées des ambitions que doit se fixer une commune pour répondre aux besoins de sa population. Donc moi, je ne vais pas intervenir sur les manipulations financières du fonctionnement à l'investissement et de l'investissement au fonctionnement, mais dire quand même que les excédents budgétaires ne sont pas le fruit d'une bonne gestion, mais le résultat principalement du détournement de la taxe transport opéré par votre père pendant près de 20 ans, qui a conduit au délabrement total du réseau de transport urbain, qui depuis 10 ans essaie de se reconstituer, mais qui est jugé aujourd'hui par vos propres services comme une offre peu étendue, ce qu'on peut comprendre car ils reviennent de loin. Là où vous auriez dû avoir un budget annexe indépendant du fait de la recette spécifique de la taxe transport, vous avez injecté des millions d'euros dans le budget général pour refaire soi-disant la voirie abîmée par les bus, et votre collaborateur occasionnel bénévole doit avoir en mémoire toutes les manipulations qu'il a opérées pour faire croire qu'il gérait bien la ville en détournant l'argent de sa destination.
Le fait de vous glorifier que l'excédent global cumulé a augmenté de 0,89 millions d'euros comparativement à la baisse de cet excédent entre 2021 et 2022, au-delà du fait que vous nous avez soupçonné en fait excusez-moi, oui, au-delà du fait que nous avons soupçonné en février dernier des dépenses programmées mais non payées, en fait, parce que vous n'aviez plus les crédits pour pouvoir réaliser ces dépenses. On s'est fait passer pour des éluberlus à l'époque. Donc, ce qui tendrait à dire que les dépenses réalisées sont supérieures au compte administratif qui nous est présenté, mais vous allez payer les factures maintenant, que le budget va être voté. Je voulais dire qu'en fait, votre stratégie financière est stupide économiquement, car l'objectif d'une commune n'est pas d'épargner, mais de répondre aux besoins de sa population, ou de refus, pareil pour le refus du recours à l'emprunt. La richesse d'une commune s'évalue au patrimoine communal qui est composé des écoles, des crèches, des salles de théâtre, des stades, des gymnases, des terrains de foot, des infrastructures routières, d'une bibliothèque, d'un musée, d'un centre de santé, d'un complexe aquatique, mais aussi des politiques en faveur de l'égalité d'accès à la culture, à la pratique sportive, de la petite enfance et de la jeunesse, de l'environnement. Vos projets d'investissement sont annoncés et sans cesse reportés, ce qui vous permet de conserver un excédent budgétaire à visée idéologique, sans que nos atouts, qui sont la situation géographique de la ville, son carrefour autoroutier, rails, routes, fluviales, fonciers disponibles, une bonne situation financière, il faut le reconnaître, puisqu'en fait, vous ne dépensez pas l'argent pour lequel vous avez levé l'impôt. Donc, tous ces atouts ne sont pas valorisés, et j'en ferai la démonstration tout à l'heure dans le vote du budget. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, chers collègues? Non. Alors, plusieurs points. Bon, je vois que Jacques Bompard vous manque. Peut-être un jour, je le ferai venir exprès en séance. Je lèverai la séance pour que vous puissiez discuter avec lui. Parce que je sens le lien charnel. Alors ça, je le ressens de partout. Le lien charnel qu'il y a entre Jacques Bompard et les Orangeois. Mais je le sens même un peu aussi dans l'opposition. Et donc, à l'occasion, je pense que je vous permettrai de pouvoir discuter avec lui. Je pense que ça vous fera plaisir. Madame Normani, j'entends. Maintenant, je me permets, même si c'est toujours un peu embêtant pour vous, parce que vous ne voulez jamais entendre les causes, elles sont quand même là. Les causes, il y a des choses qui font qu'effectivement, notre trajectoire finale, là, sur ce compte administratif, n'est pas excédentaire. Plusieurs points. La première, qui est quand même importante, c'est que ça fait des mois et des mois qu'on remue ciel et terre, parce que, vous l'avez vu sur l'exercice budgétaire précédent, qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, la revalorisation des bases, le dépoussiérage des bases pour les collectivités territoriales, c'était 7%. Bon. Pour une raison que nous ignorons, et pour laquelle nous luttons depuis des mois pour avoir la réponse, enfin même si nous avons la réponse, Orange, ça a été 6%. Ce qui fait une baisse de recettes de 107 000 €, ce qui est quand même pas mal sur un déficit à 200, un exercice déficitaire à 200 et des bananes. On s'est adressé à la trésorerie, à la préfecture, et la préfecture nous a dit effectivement, oui, on s'est trompé, on vous les rendra l'année prochaine. Bon, je laisse à chacun le soin d'interpréter aussi cette chose. Je ne crois pas que ça s'applique quand on est en retard sur les impôts, qu'on dise qu'on les payera l'année prochaine, mais ça fait partie des possibilités du trésorier payeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, on l'a tous vécu quand même, alors, il y en a une qu'on a tous vécue, c'est la hausse du coût de l'énergie, quand même, malgré tout, même si on arrive à les maîtriser, et ça nous a demandé de faire des économies. Il y a un autre point aussi, qui est celui qu'on avait prévu d'embaucher pour les départs à la retraite, et que finalement, les conditions de départ à la retraite étant ce qu'elles sont, on a beaucoup d'agents, et on en est très heureux, du reste, qui ne partent pas à la retraite, bien qu'ils soient en âge de le faire. Mais budgétairement, les trajectoires qu'on avait prises ne sont plus les mêmes. Et il y a quand même autre chose aussi qui joue, et ça, vous l'avez vu, on a pris l'équivalent de 2,5 millions d'euros supplémentaires de fonctionnement, de coûts de fonctionnement, par les hausses successives, parce qu'on était en période électorale. Et donc, l'État et les axes gouvernementaux ont été d'augmenter les points d'indice, la revalorisation du SMIC, etc. 2,5 millions d'euros supplémentaires sur un budget qui passe de 19 à 21 millions, ça a ses conséquences, forcément, sur l'exercice budgétaire. Et j'ajouterai, il me manque oui, tout à fait, merci.
Et il me manque un argument, c'est qu'on ne se poserait pas la même question si, alors vous allez dire que je rabâche, hein, mais pour ça je crois qu'on est assez d'accord, c'est que si François Hollande, sous son quinquennat, n'avait pas fait participer les collectivités territoriales au remboursement de la dette publique, eh ben, on ne serait pas en train de discuter de ça, puisque, on l'a vu la dernière fois, c'est l'équivalent un peu plus de 5 millions d'euros qu'on a perdu chaque année en dotation globale de fonctionnement. Il est évident que si on n'avait pas eu l'arasement ou les attaques du gouvernement sur les dotations globales de fonctionnement de la ville, on ne serait pas en déficit de 200 ou 300 millions d'euros, on serait excédentaire à 4 800 000. Bon. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous devriez quand même conserver en tête, sachant que ça frappe toutes les collectivités, et qu'il semblerait qu'un coup de rabot arrive aussi sur les collectivités territoriales. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé au plus haut sommet de l'État. Donc je crains que ça ne s'améliore pas. Moyennant quoi, on y est vigilant, donc on va faire attention effectivement à recouvrer à reconstituer de l'excédent, mais encore une fois, c'est un peu l'explication que je vous donnais hier, quand on nous fait exploser les dépenses obligatoires du fait de l'impéritie du gouvernement, à la fin, c'est les collectivités qui payent la facture. Oui, Madame Alouis. Oui, sur ce point précis, parce que vous n'avez pas encore répondu à mon intervention, en fait. J'ai été intervenue lors du précédent conseil municipal pour dire qu'effectivement, la contradiction, c'est que vous aviez un excédent budgétaire et en même temps un budget 2023 qui ne s'était pas équilibré entre les recettes et les dépenses. Mais en même temps, quand on vous a proposé le 22 mars dernier de revoir le montant de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, quand on vous a proposé aussi de taxer les logements vacants, qui était à la fois une source de rentrée financière, mais aussi une politique incitative pour permettre d'augmenter le nombre de logements à la location, vous avez refusé de prendre en compte ces propositions. Donc en fait... J'ai pas refusé, je vous ai dit que j'en faisais pas une religion, mais que ma doctrine politique, mon ADN politique, c'était pas nécessairement le coup de trick d'impôt. C'est ça que je vous ai dit. Je sais que c'est plus le vôtre, pour des raisons qui s'expliquent, hein, de cohérence intellectuelle et politique, mais ça n'est pas forcément la mienne. Mais et encore une fois, si vous reprenez mes mots, je crois que vous avez dit que j'en faisais pas une religion. Donc j'y suis pas fermé intellectuellement, mais en l'état, à l'instant T, ça me choque plus qu'autre chose. Donc je vous avais répondu. Oui, bon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Madame Normani. Oui, j'entends toujours les complaintes de c'est la faute des autres. Hein. On a déjà à chaque fois que vous êtes en difficulté sur votre gestion, reporter la faute sur un tiers. Mais il me semble que c'est de votre responsabilité d'être à la manœuvre dans la gestion de notre ville et notamment de veiller à ce que les finances aillent dans la bonne direction. Or là, depuis le début du mandat, on est en perte. Alors on arrive en déficit, alors peut-être qu'on peut le minimiser ou le maximiser. C'est vrai que là, je n'ai pas le détail de tous les chiffres exacts, mais par contre, même s'il y aurait un écart de 100 000 euros, on resterait toujours en déficit puisqu'on est à 0,2 million de déficit et que nous étions à 6,1 millions d'excédents en 2021. Donc on reste toujours dans une perte de l'ordre de 6 millions, ce qui me semble énorme en 3 ans et qui devrait inquiéter l'ensemble des conseillers qui sont présents ici et l'ensemble des Orangeois. Pardon, j'ai oublié de répondre à cet argument. 2021, j'attire votre attention sur le fait que c'est l'année qui a juste après 2020. Et au cas où vous n'étiez pas dans le monde, au cas où vous auriez été dans une autre galaxie, en 2020, personne n'a pu décaisser et tout le monde a eu des subventions. L'argent public, rappelez-vous, c'est le président que vous avez mis en place, a parlé de quoi qu'il en coûte, moyennant quoi le quoi qu'il en coûte, ça coûte double. Et toutes les communes se sont retrouvées massivement excédentaires en 2021 parce qu'elles n'ont tout simplement pas pu décaisser en 2020. Alors, vous n'étiez manifestement pas dans cette galaxie
l'année 2020, ça j'en suis désolé, mais tout le monde a vu ces excédents exploser, c'est mécanique. Hein, là, et encore une fois, je vous le dis, toute tendance politique confondue, parce qu'on se parle quand même entre maires, peu importe nos colorations, enfin, tout le monde vomit la politique du gouvernement. Hein. Je vous le dis, que ce soit des maires de l'extrême gauche jusqu'aux maires de l'extrême droite, parce qu'ils ont tous une situation face à laquelle l'État les met, qui sont celles qu'elles sont. Enfin, je veux dire, regardez mes collègues, vous faites le tour, vous regardez un peu ce qui se passe, beaucoup de mes collègues augmentent les impôts. Bon, voilà, nous on essaye de ne pas le faire. Donc je comprends que vous ne vouliez pas faire état de ce qui se passe. Moi je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé par rapport à ce qui se passe, puisque déjà on n'augmente pas les impôts. Et donc voilà, après vous voulez l'entendre, vous voulez pas l'entendre, ça vous regarde vous, mais tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a compris, sauf vous. Ça j'y peux pas grand-chose. On passe au vote. Donc du coup je sors, hein, notez bien, parce que même quand on sort et qu'on dit qu'on sort, des fois on peut avoir des problèmes. Donc je te laisse aux manettes, hein, Denis. Merci. Premier vote pour le budget principal de la ville. On va passer au vote. Béguelin, Boudier, Muriel. Il n'y a pas un pouvoir. Le pouvoir, voilà, très bien. Votant 35, vote 34, 26 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté à la majorité. Budget annexe des pompes funèbres. On va passer au vote. Votants, 34 votes, 26 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté à la majorité. Budget annexe du crématorium. Votant 35, vote 34, 26 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté à la majorité. Et enfin, budget annexe du parking souterrain du théâtre antique. Madame Jouffre. 35 votants, 34 votes, 26 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté à la majorité. Je vous remercie. On peut rappeler peut-être Monsieur le maire. Tu as fumé la clope, je croyais que ça allait durer plus longtemps. Alors, merci, chers collègues. Donc, dossier numéro 10, variation du patrimoine, en état des entrées et des sorties de l'actif. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Vous avez été destinataire de la délibération? Non? Oui, allez-y, Madame Alouis. Une petite question, en fait. Vous avez désaliéné certaines enfin,
non, pas acquisition, certains biens de la commune dans l'objectif de les vendre, en fait. Est-ce que ce sont des objectifs que vous allez mener à leur terme ou non? Je pense, par exemple, à la propriété que vous voulez vendre à Lidl. Parce qu'en fait, en septembre dernier, nous, on s'était positionné contre, parce que vous avez fait une drôle d'opération sur le classement des zones boisées qui faisait qu'en fait, vous faisiez croire que vous preniez en compte la question environnementale alors qu'en fait, vous la piétiniez. Et donc, en fait, votre objectif, c'était de faire l'extension. Donc, on ne le voit pas dans les cessions immobilières. Donc, c'est pour savoir si le projet est toujours en cours. Oui, tout à fait. Il est toujours en cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On passe au vote, du coup? Attendez, Oui, s'il vous plaît. Oui. À propos Oui, Monsieur Vaton. de la variation du patrimoine. Oui. Concernant les achats, vous avez acheté l'immeuble, l'hôtel Cigalon. Oui, le Cigaloun. Et les Cigalon. Alors non, en plus vous êtes occitaniste. Mais si vous plantez là-dessus, Lou Cigalon. ça me fend le cœur. Lou Cigalon. Le Cigaloun. Parce que si on dit le Cigalon, c'est du francisme. Lou Cigalon, donc, et l'épicerie Tournière, on devrait dire Tournière. Tournière. Et Tournière. Tout à fait. Voilà. Merci, professeur. Donc, qu'allez-vous faire donc de cet immeuble, de ces deux immeubles, et dans quel but avez-vous acheté les fonds de commerce dans le boulevard d'Aladier? Il y a et sur le cours Aristide Briand également. Et la mairie étant devenue propriétaire de fonds de commerce, quel est le montant de ces loyers qu'on doit payer chaque année? Tu veux répondre? Que la ville doit payer à fond perdu. Et concernant les ventes, le prix de vente de l'immeuble Belle Roche, par exemple, qui fait 589 mètres carrés, vous l'avez vendu à 100 000 euros. Bon, ça fait 173 euros le mètre carré, ça ne me paraît pas très cher. Et en comparaison, l'immeuble Auguste Lacour, c'est 3 fois plus petit, et là, vous l'avez vendu 82 500. Donc, ça fait 393 euros le mètre carré. Donc, c'est un peu des questions d'agent immobilier, puisque j'ai l'impression que la mairie fait l'agent immobilier à la place des différentes agences immobilières. Non, c'est toujours dans la même... Ah oui, ça y est. Voilà. C'est la contenance au sol de la parcelle. Mais on vous donnera les détails. Oui, vas-y, Denis. Déjà, je peux vous répondre sur le Lou Cigalon. Lou Cigalon. Qu'est-ce que je viens de dire? Lou Cigalon. Lou Cigalon. Vaki, Voilà. Escomacoc, il faut dire. Hein. Alors, coût de l'acquisition, 232 000 euros. Recettes liées à la remise en location du maintien d'une activité hôtelière. Droit au bail, 70 000 euros. Loyer annuel, 30 000 euros. Soit 100 000 euros de recettes en 2024. Coût d'acquisition amorti en 2028. C'est pas mal. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? C'est un hôtel. C'est un hôtel, il est remis. Donc la mairie gère l'hôtel? Non, il est en location. c'est un privé qui loue les locaux. Puisque la nue propriété, comme on dit. Il y a un droit au bail et un loyer annuel. On ne va pas se louer un hôtel à nous-mêmes. Donc on le loue à un privé depuis, ça fait un an et demi. Donc voilà, il y a eu un droit au bail de 70 000, un loyer annuel de 30 000. Ça fait 100 000 euros par an, amorti en 2028. Ouais. Voilà. On fait, c'est ce qu'on vous disait, on l'a déjà dit, hein, mais vous le savez et vous l'avez compris, on aide à la requalification du centre-ville. Bien sûr. Comme tous les centres-villes ont été dans un mauvais état, et typiquement, il a été, ça c'est assez intéressant, ça fait peut-être partie des choses sur lesquelles on devrait faire plus de mousse, finalement. Parce qu'il y en a qui font beaucoup de mousse avec peu de savon, et nous on utilise beaucoup de savon, mais on n'arrive à pas faire trop de mousse. Savon de Marseille, je suppose. Dieu m'en garde. Et typiquement, ce bâtiment allait être vendu et perdre sa qualification dans l'offre hôtelière. Et tout le monde est d'accord, je crois, autour de la table pour dire qu'on a plutôt d'offre hôtelière qu'autre chose. Et donc là, typiquement, on s'est substitué à l'offre privée justement pour éviter de perdre encore des chambres supplémentaires. Quand on sait qu'en période estivale, là,
Je pense que vous allez tous dans les restaurants ou hôtels de la ville, et tout le monde a dû vous dire que cet été, c'est saturé. Donc si on avait perdu le nombre de chambres qu'il y avait au Cigaloun, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Voilà. Ça fait partie des choses où, effectivement, on essaye de requalifier et de donner de l'attractivité commerciale, un peu comme on l'a vu, rue Victor Hugo ou impasse du Parlement. Ça prend beaucoup de temps, mais on y arrive. Il y a des choses qu'on arrive à porter en régie, il y a d'autres choses pour lesquelles on préfère revendre derrière. Et encore une fois, généralement, c'est parce qu'on s'est substitué, je vous l'ai déjà dit, hein, ou à des marchands de sommeil ou à des choses plus ou moins obscures. Voilà, donc c'est toujours dans cette ligne-là. C'est tout bon, chers collègues? On passe... Alors le vote est ouvert hein, pour ceux qui veulent, ça n'empêche pas le... Alors, 35 votants, 27 pour, 8 abstentions, le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 11, vote des taux d'imposition des taxes directes locales. Eh bien, écoutez, c'est pareil, on les maintient, on les avait baissés l'année dernière. On aurait voulu les baisser cette année, mais les contraintes sont ce qu'elles sont. Donc du coup, on vous propose de maintenir les taux des taxes fonciers bâtis, fonciers non bâtis et taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Est-ce qu'il y a des interventions, chers collègues? Oui, madame. Nous voterons pour ce dossier, car nous pensons qu'il faut contribuer à préserver le pouvoir d'achat de tous. Nous pensons que les erreurs de votre gestion ne doivent pas pénaliser le contribuable, mais nous rappelons que si la situation... Pardon ? Continuez. Mais nous rappelons que si la situation va en s'aggravant, toujours dans un déficit croissant, nous pouvons être mis sous tutelle de la Cour des comptes régionales. Elle aurait alors le pouvoir... Pardon ? Puis-je parler ? Oui, mais le problème, c'est l'inconvénient quand on dit des choses ridicules. C'est que ça fait rire les gens, mais souffrez-le, c'est pas grave. Oui. Je rappelle juste la loi. Je vois pas ce qu'il y a de marrant. Non, je pense vous que dites vous prenez si ma tante vraiment... en avait, on l'appellerait tonton. C'est pas vraiment le rappel de la loi, ça. Je pense que vous prenez vraiment les choses avec trop de légèreté pour un responsable d'une ville de 30 000 habitants. Si je vous prenais au sérieux, vraiment. Madame Normani, ce serait un peu triste, parce que je serais le seul à Orange à vous prendre au sérieux. Mais vous n'êtes pas élu pour faire rire l'Assemblée. Vous êtes élu pour diriger une ville. Non, mais vous l'êtes manifestement, en tout cas. Vous êtes élu. Vous avez bien fait rire. Mais on vous écoute, déroulez. Élu pour diriger une ville. Je pense que vous n'êtes pas à la hauteur de votre... Alors du coup, Madame Normani, j'ai du mal. Pourquoi les gens rigolent? Les gens rigolent parce que vous êtes une représentante locale d'Emmanuel Macron. Bon. Et donc, Emmanuel Macron vient de nous faire un déficit de 8 milliards d'euros et vous venez nous dire à nous que nous gérons mal. Vérifiez, matriculez vos abattis, vérifiez qui vous défendez nationalement et vous serez crédible localement. Mais ne l'étant pas, les gens rigolent quand ils vous entendent. Mais c'est pas que la majorité, c'est tout le monde. Moi, je vous donne un conseil amical. Après, vous voulez l'entendre, vous l'entendez, vous voulez pas l'entendre, vous l'entendez pas. On vous écoute, finissez. Je peux poursuivre dans le silence, s'il vous plaît, bien sûr, sans que vous m'interrompiez. Mais moi, je ne vous ai pas interrompu, mais souffrez que les gens rigolent quand vous êtes paradoxal. Remettons les pendules à l'heure. Allons-y. Moi, je suis responsable de mon entreprise, qui n'a jamais été en déficit, qui est une entreprise saine et bien gérée. Vous êtes responsable de la ville d'Orange. Vous avez la responsabilité des comptes publics de la ville. Vous pouvez être inquiété pour ça. Je pense que vous avez touché du ce qui est arrivé suite aux malversations de votre père. Je pense que vous avez bien compris. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. Il n'y a pas de malversation. Il a bien été condamné. Oui. Donc, je vais vous redire ce qui s'est passé. Je continue, je poursuis. Puisque apparemment vous n'écoutez pas. Que s'est-il passé? Il s'est passé le fait qu'il y a eu la vente d'un bien immobilier et que mon père est sorti, que la presse l'a fait état, mais que mon père a signé le compte-rendu disant qu'il avait voté. Et ça avait caractérisé le délit de prise illégale d'intérêt. Bon. Et il a pris plus que ce que n'importe qui prend sur le quantum des peines. C'est-à-dire que ce qui aurait dû relever d'un rappel à la loi, à mon sens, il a eu le maximum du quantum de la peine. J'attire votre attention sur le fait que, je l'ai redit, mais je vais le redire toujours avec un grand plaisir, monsieur le garde des Sceaux, qui n'est ni plus ni moins qu'un ténor du barreau, qui a eu sa fonction et qui est passé dans la Cour de justice de la République, qui est remplie certes de politiques, mais aussi de conseillers de la Cour de cassation,
cassation et du Conseil d'État, a dit mais non, personne ne l'avait prévenu qu'il avait commis une faute. On ne peut pas décemment lui reprocher d'avoir commis une prise illégale d'intérêt. On parle d'un ténor du garde des Sceaux. Alors, certes, il est le garde des Sceaux. Bon. Jacques Bompard est chirurgien dentiste de formation. Et à la suite de ça, il a fait filmer tous les conseils municipaux, et c'est pour ça qu'on les filme, justement pour pouvoir prouver qu'ils sortaient dès qu'il pouvait y avoir ce type de problème. Bon. Donc, vous pouvez rigoler et parler de malversation, mais ça ne fait rigoler que vous. Je peux vous dire que les Orangeois n'en sont pas ravis. Bon. Voilà. Est-ce que vous avez fini? Eh bien, allez, on vous écoute. Merci. Donc, je reprends. Mais, donc, nous rappelons que si la situation va en s'aggravant, nous pouvons être mis sous tutelle de la Cour des comptes régionale. Et alors, elle aurait le pouvoir de nous imposer l'augmentation des taxes. Il faut bien que tous les Orangeois comprennent ceci, c'est que lorsqu'on perd le contrôle des finances d'une ville, c'est ensuite l'État qui prend le contrôle et qui donc va directement faire quelque chose de très simple, il va augmenter les impôts. Donc la responsabilité de Monsieur le maire est totale en la matière. S'il laisse le déficit s'aggraver d'année en année, c'est la porte ouverte au pire, la perte d'autonomie financière de notre ville. Donc vous me conseillez d'augmenter les impôts pour éviter que l'État le fasse? Mais c'est bien géré. Ouais. Ah, Madame Allouis, vous vouliez dire quelque chose? Non. Allez, je vous écoute. Alors moi, je suis ni d'accord avec vous, ni d'accord avec Madame Normani. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant si je suis bien à ma place. C'est rassurant pour nous tous. Je suis à ma On ne soit place. pas d'accord. Alors, je vous écoute. Pardon. D'abord, premièrement, parce que je pense que celles et ceux qui défendent le gouvernement Macron n'ont pas de leçons à donner sur les conditions budgétaires dans lesquelles les maires exercent leurs responsabilités. Et que donc, en fait, c'est le désengagement de l'État qui conduit aujourd'hui les collectivités à augmenter la fiscalité, ce qui est une façon détournée. C'est un peu comme la tarification à l'acte dans les hôpitaux, là. C'est pareil, en fait. On conduit localement, ou comme quand on vous réduit les dépenses de santé et qu'on vous augmente votre propre mutuelle. Et en fait, après, on dit que c'est vous les responsables. Mais en fait, je dis cela pour dire que l'excédent budgétaire que nous avons accumulé ces dernières années, je l'ai évoqué tout à l'heure, il est dû à un détournement de la taxe transport que vous avez opéré pendant une vingtaine d'années. Donc vous êtes constitué un petit matelas qui permet de vous positionner idéologiquement en faisant croire, puisque même tout à l'heure, Madame Normani, excusez-moi de vous aborder tous les deux, parce qu'en fait, je suis quand même assez surprise des interventions qui ont lieu depuis ce matin, en fait. On ne peut pas, d'un côté, reprocher que l'argent n'est pas dépensé, et puis après, dire qu'on ne fait pas assez d'économies, et qu'ensuite, on va être sous la coupe de la Cour des comptes. Alors moi, ce que j'ai à reprocher au maire, c'est qu'en fait, effectivement, cet excédent budgétaire, il a été provoqué par un détournement de la taxe transport. Et cet excédent budgétaire, aujourd'hui, un coup, on le balade en fonctionnement, un coup, on le balade en investissement. Et la réalité, c'est qu'on avait fait plusieurs propositions depuis 2020, même antérieurement, qui visait à ce que l'argent soit d'une certaine manière restitué aux Orangeois. Bien sûr, là-dessus, on n'a pas été entendu. Mais en même temps aussi, on constate que dans le budget d'investissement, les projets qui sont annoncés, il y en a qu'entre 54 et 60% qui sont réalisés chaque année. Ce qui veut dire qu'en fait, on contribue... on vote des budgets d'une manière insincère et non crédible, puisque dans la réalité, cet argent-là n'est pas dépensé. Alors, sur le fait que les recettes n'équilibrent pas les dépenses, là, je peux rejoindre Carole Normani, mais c'est pour cela qu'après, si on veut que les recettes équilibrent les dépenses, eh bien, il faut contribuer aussi à faire en sorte que certaines recettes soient revues à la hausse. Et donc, dans les recettes revues à la hausse,
je reviens sur l'augmentation de la taxe sur les résidences, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On ne s'attaque pas aux plus défavorisés. Également sur la taxe sur les logements vacants, parce que la taxe sur les logements vacants, c'est à mon sens, et en ce sens-là, des fois, quand il y a des positions positives qui sont prises par ce gouvernement, je sais aussi le reconnaître, et que donc l'autorisation du permis à louer et la taxe des logements vacants, c'est quand même un dispositif qui vise à agir sur la qualité du logement et à lutter contre les mauvais bailleurs. Et donc, je regrette que vous n'ayez pas fait ce choix, d'autant que maintenant, nous sommes en zone tendue et que, de ce point de vue, le maire d'une commune, il est censé prendre des initiatives pour corriger cette situation. A contrario, quand il y a des mesures qui sont à la fois pour augmenter les recettes, mais aussi qui sont incitatives, c'est le cas pour le logement, je vous avais proposé le 22 mars dernier que vous preniez, vous décidiez de favoriser les propriétaires qui avaient fait des travaux de rénovation énergétique, parce que c'était une façon d'encourager les pratiques durables et vertueuses qui visent à faire baisser la facture énergétique. Donc je constate que ces propositions-là n'ont pas été entendues. Donc on ne peut pas d'un côté dire que les recettes n'équilibrent pas les dépenses et d'un autre côté refuser que les recettes augmentent. Donc nous, pour ce dossier, enfin en tout cas pour ma part, on s'abstiendra. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Je vous remercie pour vos interventions respectives. Plusieurs points. D'une part, on aurait pu aussi... il y a effectivement la doctrine Emmanuel Macron, on n'a pas un problème de dépenses, on a un problème de recettes. Nous, effectivement, cette majorité, depuis 1995, en baissant les taux tels qu'elle a fait, c'est 61 millions d'euros d'économies qu'elle n'a pas ponctionné dans les poches des Orangeois. C'est quand même pas rien, ça c'est le premier point. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, moi l'incitatif, c'est toujours à double tranchant et j'y suis assez... je l'utilise d'une main tremblante, parce que vous dites ça touche les gens favorisés. Pas toujours, on peut avoir un héritage où l'actualité a parfois montré que des gens pouvaient avoir des biens secondaires juste par héritage et pas forcément avoir les capacités contributives d'eux. Donc je ne rentre pas dans le détail. Oui, non, mais moi c'est le genre de choses sur lesquelles j'essaye de faire attention. Je ne suis pas un fan de l'impôt. Et enfin sur les rénovations énergétiques, alors Madame Alouis, ça on le fait déjà, on le fait mais à l'interco. On le fait à l'interco et on le fait avec le conseil départemental, avec les subventions à la rénovation énergétique, ou etc. Donc ça se fait. Maintenant, la rénovation énergétique dans le cœur de ville, avec le périmètre historique, c'est pas forcément simple. Et je comprends les ABF qui ne veulent pas qu'on mette du PVC quand on est en face du théâtre antique. Mais ça a ses contraintes aussi financières. Voilà. Vous répondez à côté, là, mais c'est pas grave. Bon. Georges Marchais, vos questions. Oui, mais quel manque. Georges. Quel bon sens. Ok, c'est tout bon, chers collègues? Allez, votons. Ah, et juste quand même, juste pour la partie transport, parce que j'en ai pas parlé, moi j'ai que des félicitations des investissements qui ont été faits et qui continuent d'être faits, un investissement qui continue d'être fait. Tant sur tout ce qu'on fait, donc je vois pas à quel moment c'est un détournement et c'est pas ça qui justifie le montant de nos excédents non plus quand même. On peut faire les paris financiers. Hein. C'est interdit. Et j'aime bien gagner. C'est interdit dans ma religion de faire des paris. Et ça m'étonne d'ailleurs que les communistes parient, ça aussi, ça me... Ok. Alors, 35 votes, 33 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 12, APCP, révision exercice 2024. C'est pareil, vous avez eu la liste. Consolidation du théâtre antique, ça c'est bientôt fini. Mise en sécurité mise en sécurité et en valeur de la colline Sainte-Trope, ça commence et ça se passe bien. Création du parcours patrimonial musée hôtel-dieu, on continue pas mal aussi. Déviation routière d'Orange, ça... c'est la bonne surprise, même si elle a des incidences financières assez conséquentes. Vous l'avez vu, ça se passe plutôt pas mal. Réhabilitation du hall des expos, on est toujours en période d'études. Construction d'un groupe scolaire au Coudoulé, ça a très très bien avancé. Et construction d'un poste de police, vous avez vu les démolitions et vous n'allez pas tarder à voir les constructions. À partir de début juin, normalement. Est-ce que j'ai quelqu'un du... Non, pas. À partir de début juin, normalement, on va commencer les constructions.
Le tout cumulé pour un total de dépenses de 51 671 000 € et quelques centaines. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Pour une ville qui n'investit pas. Enfin. Est-ce que j'ai voté? Moi, j'ai pas voté. Eh, c'est Patrice. Allez, Patrice, c'est à toi. Et Madame Arsac, on n'a pas eu votre scrutin non plus, pardon. Alors, 35 votants, 35 votes, 27 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 13, budget principal de la ville d'Orange. Donc, vous avez été destinataire du budget qui s'équilibre en recettes comme en dépenses dans la section d'investissement à 45 936 791 € et 86 centimes et qui s'équilibre toujours pareil en recettes comme en dépenses dans la section d'investissement à 33 138 950 € et 52 centimes, soit un total d'un budget de 79 millions d'euros. Alors vous avez vu, c'est un peu la ressucée du rapport d'orientation budgétaire. Les grandes lignes, quelles sont-elles? On va continuer d'investir massivement. On a parlé de l'APCP et on a d'autres choses qui sont en cours. Vous avez le projet pluriannuel d'investissement aussi à la page 10 de mémoire. Oui, c'est bon, c'est ça. Vous l'avez vu, alors je risque de redire à peu près les mêmes choses. Je vais essayer de résumer un peu. On a des revenus, j'allais dire, de l'imposition qui sont sensiblement moindres que celle de la moyenne de la strate, c'est-à-dire qu'on est à 593 € par habitant, là où la moyenne de notre strate, c'est 719. Pour autant, on a des dépenses d'équipement qui sont manifestement plus que supérieures à celles de notre strate, puisque en dépenses d'équipement, c'est ça qui est le plus important, on est à 945 € par habitant, là où notre strate est à 344 €. On a un encours de la dette, puisque effectivement, il a fallu prendre une dette notamment pour payer cette déviation qui s'assimilait à une arlésienne, qui est passée à 19%, là où la moyenne de notre strate est à 67%, et avec effectivement des montants de dépenses de personnel qui vont monter à 21,6 millions. Alors on est très content, on a un très faible taux d'absentéisme, je crois qu'on est à 5%, là où la strate de notre collectivité, la strate des collectivités des mairies est à 10% ou 9%. Donc je pense qu'on travaille plutôt dans une bonne ambiance à Orange. Et vous l'avez vu aussi, à un moment ça a été marqué, le revenu moyen a aussi augmenté dans les rémunérations, les traitements des fonctionnaires. Après, est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit point sur les autres budgets annexes? Budget des pompes funèbres qui, pareil, s'équilibre, qui montant total de 2 133 000 €, 1 379 en section d'exploitation, en dépenses et en recettes. En section d'investissement, 753 000 € en recettes. Pour le crématorium, on est sur un budget total de 2 983 000 €, avec en section d'exploitation, en recettes comme en dépenses, 1 770 000 €, en section d'investissement, 1 213 000 €, et pour le budget annexe du parking souterrain, alors un résultat d'exploitation de 196 000 €, ce qui a beaucoup augmenté, ce qui montre aussi que Orange est de plus en plus visité, on en est content. Et grosso modo, voilà. Je trouve que ça se passe plutôt bien, même si tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, les Orangeois le sont, je crois. On arrive à maintenir les taux, ce qu'on vous a dit aussi, c'est-à-dire que 61 millions d'euros, c'est ce qu'on n'a pas prélevé dans la poche des Orangeois. Effectivement, si on les avait prélevés, certains nous diraient qu'on a trop d'excédents. Mais on en est plutôt fiers aussi quand même. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues, sur ce budget? Oui, Madame Normani. Tout d'abord, n'en déplaise à Monsieur le maire et à Madame Alouis, ça n'aura échappé à personne que je ne suis pas communiste, effectivement. Et d'ailleurs, les communistes sont formés. Ça m'interroge quand même, parce qu'aujourd'hui, on a appris que vous achetez des immeubles, des fonds de commerce. Bref, on est en pleine nationalisation.
Et vous approuvez en plus ce que dit Madame C'est vrai. Allouy. Donc je me dis, c'est peut-être vous qui vous gauchisez un peu. Mais bon, voilà, je dis ça, je En dis sciences rien. politiques, ça s'appelle Je la dis théorie ça. du fer à cheval. Je Vous la dis connaissez, ça, c'est je dis de rien. l'extrême droite à l'extrême Mais gauche. encore, on vous ne me se touche coupez la jamais. parole. Vous connaissez ça, vous, Monsieur Vous me Baton, je vous coupez vois encore la sourire. parole. Non, Merci. non, mais c'est de l'échange, enfin, ça va. Mais je vous en prie, je vous en Allez, prie. je vous écoute, excusez-moi. Alors, Je m'excuse. revenons à des choses plus sérieuses. Donc, le budget primitif principal. Déjà, en avril 2023, lors de l'étude du budget primitif, nous alertions sur votre gestion hasardeuse. En effet, cette dernière entraîne la ville sur la pente des dépenses dans une période où le contexte économique invite vraiment à la prudence. Le résultat aujourd'hui est implacable, hein, le compte administratif principal 2023 est en déficit. Or, dans le budget primitif 2024, vos choix budgétaires montrent que vous n'avez pas pris conscience du problème et que vous n'apportez aucune attention à l'équilibre financier de votre ville. En effet, j'observe que les dépenses réelles prévues en 2024 augmentent. Page 14 du compte administratif 2023, nous étions à 36,5 millions. Et page 42 dans le budget primitif 2024, nous sommes à 40,2 millions. Ce sont des chiffres. Les recettes réelles prévues en 2024 baissent. Page 17 du compte administratif 2023, nous sommes à 40,3 millions. Et page 45, dans le budget primitif, 2024, nous sommes à 38,8 millions. Donc, conclusion, ni recherche d'économie ne sont prévues, ni recherche d'augmentation des recettes. Ensuite, page 39, en 63 512, nous notons également des taxes foncières importantes et en augmentation en 2024, 400 000 euros. Or, page 44, en 752, les revenus des immeubles représentent seulement 373 000 euros. La ville, donc, paye plus de taxes foncières que ne rentre de loyer dans les caisses. Alors là, ça, c'est de la gestion, hein. Permettez-moi de me dire, ça, c'est de la gestion. Enfin, je termine par des questions, s'il vous plaît, et j'espère que vous y répondrez. Je souhaiterais qu'on regarde les choses en détail sur les éléments complémentaires que vous pourriez nous donner. Dans la section de fonctionnement, sur les dépenses prévues en 2024, pages 38 et 39. Donc le détail du compte 6042. Achat de prestations, on a 2,4 millions de dépenses, donc j'aimerais qu'on ait la liste en fait des dépenses représentant 2,4 millions. Ensuite, dans le compte 6238 divers, la même chose pour des dépenses de l'ordre de 534 792 euros. Et dans le compte 61 358, il y a marqué autre, il y a une dépense de 393 700 euros. Je ne vous demande pas de me répondre aujourd'hui, hein, mais je souhaiterais que vous nous communiquiez les éléments concernant ces trois comptes pour voir le détail et voir éventuellement où nous pourrions faire des économies. Je vais prendre la parole, cher collègue. Non. Enfin, tu veux répondre, Denis? Moi, je peux répondre sur les acquisitions, réhabilitations et mise en location des locaux commerciaux communaux. Si vous voulez, je vais vous faire une petite liste. Alors, 22 locaux réhabilités loués, 4 locaux place du Parlement, 7 locaux rue Victor Hugo, rue Notre-Dame, Faubourg de la République, rue de la République, reprise hôtel Le Clos d'Orange, rue Carestie, local de rue Lapise, la Cure Gourmande, rue Madeleine-Roque, restaurant russe 470 boulevard, restaurant Le Bambou, restaurant Montée des Princes, la Fabrique des Couleurs 16 avenue Fabre, Sport, Aventure, 4 rue Second Vert. Une enveloppe de 700 000 euros investis en travaux sur ces 5 dernières années. 4 artères prioritaires identifiées, rue Victor Hugo, place du Parlement, rue de la République, boulevard Édouard Daladier. Pour information, recettes locatives annuelles pour la ville, commerce, bureau, logement, 663 000 euros, comprenant 22 commerces,
15 locaux professionnels, bureaux et autres activités, et 32 logements. C'est pas mal. Il me semble que c'est C'est pas mal. C'est pas mal. pas mal. Entre les marcheurs qui pensent qu'on dépense trop et les communistes qui pensent qu'on dépense pas assez, je pense que la vérité doit à peu près être au milieu, même si je ne suis pas centriste. Madame, oui, vous avez vu? Et on doit ouvrir encore un commerce rue Victor Hugo. Allez, Madame Alouis. D'ici peu. Oui, dans la mesure où les recettes fiscales s'annoncent stables, compte tenu des décisions que vous venez de prendre, vous prévoyez des dépenses à la hausse en fonctionnement de plus 5 048 242 €. Il y a un investissement de 16 229 375 €. Permettez-moi de ne pas vous croire, ce budget primitif est un effet d'annonce totalement déconnecté de ce qui va changer concrètement pour les Orangeois. On sait que l'an dernier, 40% des investissements programmés n'ont pas été réalisés. Avec une telle augmentation du budget du fonctionnement, nous devrions avoir des places supplémentaires en crèche, dans les CLAE, à l'école municipale des sports, à la cantine, dans les centres de loisirs. Il n'en sera pas ainsi. Pourtant, vous pourriez rendre aussi du pouvoir d'achat aux familles en instaurant un quotient familial sur le prix de la cantine, du centre aéré ou de l'école municipale des sports. Ce n'est pas non plus les choix que vous avez faits. Donc, on se demande bien à quoi vont servir ces 5 millions et quelques de plus dans le budget de fonctionnement. D'autant que on pourrait avoir également aussi aucune initiative de prise de votre part pour intervenir sur le champ de l'accès aux soins. Et dans la mesure où le taux de réalisation des investissements ne va guère évoluer à mon sens, on peut carrément considérer que la crédibilité et la sincérité de ce budget est sérieusement mise en cause. En fait, c'est uniquement, une fois de plus, une machine à recycler des annonces de projets d'investissement qui, dans la réalité, ne se font pas pour une grande partie d'entre eux. Je vous rappelais le 22 mars dernier que le plan pluriannuel d'investissement, c'était un dispositif intéressant pour les collectivités territoriales, dans la mesure où il permettait de pouvoir programmer le financement de projets d'investissement importants, mais en même temps, quand on inscrit un projet au plan pluriannuel d'investissement, c'est que le projet, il est finalisé et qu'en fait, on a obtenu les crédits et qu'il est en phase de réalisation. Sauf que la phase de réalisation avec vous, elle ne vient pas. Et mon collègue Patrick Savignan va y revenir, mais on a de multiples dossiers sur lesquels les choses ne... Alors, on votera contre ce budget prévisionnel, totalement déconnecté de la réalité du fonctionnement des services et de la façon dont vous rendez le service public aux Orangeois. Insincère et manque de crédibilité. Oui, Madame Dormani, allez-y. Je répondrai en bloc comme ça. Oui, après je vous passe la parole, Monsieur Savignan. Je rebondis. Je vous en prie, rebondissez. Sur ce que Monsieur Sabon disait tout à l'heure. Alors, du coup, comment vous expliquez qu'on paye plus de taxes foncières que de loyers? Il y a un problème quand même. Alors, ça, c'est le principe de la requalification. C'est-à-dire que quand vous chassez des marchands de sommeil ou des trucs obscurs, généralement vous les récupérez en mauvais état. Et donc, contrairement à ce que je pense que vous l'avez compris, c'est rare de pouvoir remettre en état à l'instant T. Ça nous arrive, c'est tant mieux. Mais ce que vient de vous montrer Denis, c'est qu'il y a un intérêt, il y a un résultat. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi vous ne les revendez pas tout simplement à des privés? Parce que ça ne se fait pas comme ça. Des fois, il faut qu'on fasse des sécurisations. C'est assez logique. C'est pas du tout logique, non. Vous ne compreniez pas, c'est encore autre chose. Non, mais surtout, c'est de la mauvaise gestion. Allez, ça s'appelle de la mauvaise gestion. Oui, tout à fait. Monsieur Savignan, les marcheurs ont parlé. Oui. Allez. Oui.
Oui, bon, je vais prendre la parole à la fois sur les deux comptes administratifs 2023 et le budget primitif 2024, pour dire qu'on constate que vous êtes toujours sur la même stratégie budgétaire, que cela soit en fonctionnement ou en investissement. Certes, on ne change pas une équipe qui gagne, mais lorsqu'elle dérape, il faut faire attention à la chute. Si nous isolons les reports d'excédents, on constate que les dépenses 2023 sont supérieures aux recettes, ce qui à terme pourrait poser des problèmes. En fonctionnement, vous annoncez un dérapage que vous expliquez par le contexte socio-économique, mais aussi par une programmation d'animation estivale dithyrambique qui peut s'avérer risquée, comme nous vous l'avons signalé au BP 2023. Concernant ces animations, vous nous avez annoncé des retombées économiques. Est-ce que vous les avez chiffrées? En investissement, on voit que se réalisent les projets où le subventionnement État-région département est fort. Il en est de même pour les projets de voirie type Daladier-Courrèges, financés par la CCPOP, ou la passerelle de l'Aigle, financée par l'Europe, la région, le département, la CNR. Pour les autres projets, le glissement se poursuit, confirmant votre stratégie d'effet d'annonce sur des réalisations qui sont de plus en plus des arlésiennes, comme le boulodrome qui devient un préau où le Mistral aura plaisir à s'engouffrer, ou la nouvelle piscine en remplacement de la tente qui s'essouffle, d'ailleurs elle vient d'être fermée 2 semaines, pour laquelle vous prévoyez sur le BP 2024 10 000 € afin d'amuser la galerie. Le plan pluriannuel d'investissement 2024-2028 confirme cette stratégie de glissement sur des annonces comme le parcours patrimonial, la maison des associations, l'espace verdi, etc. Pour ce BP 2024, comme nous l'avons fait remarquer lors du ROB, vous avez de nouveau recours à l'emprunt portant la dette à 14 millions d'euros. Ce recours tardif dans une période où les taux d'intérêt sont élevés coûte cher aux contribuables orangeois. Vous les endettez chèrement, ce n'est pas ce que l'on appelle bien géré. En fait, vous êtes rattrapé par vos effets d'annonce qui commencent à brouiller le concret des orangeois qui s'interrogent sur vos réelles intentions concernant l'avenir de leur ville en termes de projets structurants. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Sévignan. Je pense qu'on ne vit pas dans la même ville, pourtant je vous sais orangeois, mais moi je commence plutôt à juste titre d'ailleurs, et je m'en excuse, je commence plutôt à me faire tancer par les orangeois parce qu'il y a trop de travaux et que du coup ça les gêne, et trop de réalisations plutôt que l'inverse. Donc moi c'est un peu mon indice, si vous voulez, je ne travaille qu'au réel, donc c'est plutôt mon indice. Et ça commence effectivement un peu même à m'inquiéter pour le coup. Que ce soit parce que on me, gentiment, hein, on me dit « Oh là là, c'est long pour rentrer dans Orange entre les travaux de la déviation qu'on finance quand même à hauteur de 7,5 millions », que ce soit pour les travaux de Daladier, que ce soit pour les travaux quand même qui ont mis 12 ans d'études, à savoir celle du château, qui sont en train de se réaliser, que ce soit pour plein d'autres choses, soit pour le poste de police, enfin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je veux bien, le PPI a parfois ses contraintes qu'il faut ajuster, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas dessus. Et encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et personne n'en a fait mot. Mais quand on voit les APCP et qu'il y a 51 millions d'euros qui sont budgétés sur les 2 ou 3 ans qui viennent, ça c'est du concret et c'est en cours de réalisation. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et effectivement, on est suivi en plus, vous l'avez dit, par un certain nombre de partenaires, ce qui nous permet effectivement d'augmenter la voilure. Mais si on envoyait tout, financièrement, ça ne tiendrait pas. Donc quand on arrive à envoyer 51 millions d'euros sur à moyen terme, quand je vois que vous allez dire, hein, comparaison n'est pas raison, mais quand je vois que mes collègues n'en font pas autant de la même strate, alors qu'ils ont une fiscalité plus haute, je pense qu'il y a plutôt de quoi se féliciter. Donc, mais ça, c'est un peu, si vous voulez, et je le dis en toute gentillesse, c'est un peu la mauvaise foi qui malheureusement vous caractérise un peu parfois. Parfois vous êtes des conseillers d'opposition de bon sens et que j'écoute, parfois je vous trouve un peu de mauvaise foi et ça m'attriste. Parce qu'en plus vous êtes de bons techniciens et vous savez que vous faites de la mauvaise foi. Bon, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Enfin, moi je prends pas ça comme un jeu. Je préférais qu'on soit tous dans la sincérité, mais c'est encore autre chose. Après, voilà, que vous dire. Est-ce que c'est bon, chers collègues? Est-ce que ce qui devait être dit a été dit? Bon, ok. On passe au vote? S'il vous plaît, monsieur le maire. Oui, Jean-Pierre, je t'en prie. Sauf erreur de ma part, je ne vois pas apparaître dans la maquette du BP le montant des aides financières accordées au monde associatif. Non, parce que c'est Ben, en général, il a si, elles y sont. Pour une fois que je donne raison à M. Pazero. Elles sont consultables sur la maquette derrière, Jean-Pierre. Ouais, sur le fond, Comme de coutume. derrière. Oui.
C'est tout bon? Allez, on vote. Moi, je trouve très faible. Contre, pardon. Contre, c'est 2. Non, c'est le budget. Alors, 35 votes, 26 pour, 6 contre, 3 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Est-ce que sur les autres budgets primitifs, vous voulez intervenir ou on enchaîne sur les votes? Non? On est d'accord? Ok, allez. Pompe funèbre, je voulais présenter un peu rapidement. Alors que ça aurait dû être à Denis en plus, hein, je ne veux pas balancer. Mais... Alors, 35 votes, 26 pour, 9 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 15, crématorium, pardon. Alors, ah non, et Madame Arsac? Mais je vous en prie, ça arrive dans tous les groupes. Alors, 35 votes, 26 pour, 9 abstentions, le dossier est adopté, je vous en remercie. Le 16, parking souterrain. Ah, mais j'ai pas voté. Autant pour moi. Alors, 35 votes, 26 pour, 9 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 17, maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation du parc des expositions. Levée d'option. Ah oui, c'est la levée d'option pour faire le dossier loi sur l'eau et le permis d'aménager. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Ça avance petit à petit. Alors, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 18, conclusion de la convention cadre d'opération de revitalisation du territoire, ORT. Écoutez, il s'agit, je crois qu'on est les premiers dans le Vaucluse à signer l'opération revitalisation des territoires. Alors c'est un dossier qui est porté par l'Interco, dont on a déjà échangé sur le sujet. On peut échanger ici aussi. Ça va nous permettre effectivement de pouvoir continuer la requalification. Alors ça ne concerne qu'Orange et Courthézon. Je le redis pour M. Vaton, parce qu'effectivement à l'Interco, ça ne sautait pas forcément aux yeux. Si les autres communes de l'Interco peuvent se suivre avec grand plaisir, elles ne l'ont pas jugé utile ou opportun pour le moment. Mais si jamais Châteauneuf-du-Pape, Jonquière ou Caderousse souhaitent s'y adjoindre, on les accueillera avec grand plaisir. C'est un travail porté par le service développement économique notamment. Et ça va nous permettre effectivement de requalifier nos centres-villes. Pour le coup, là, on peut dire que c'est un outil qui peut être utile. Et d'aider aussi au système de défiscalisation, ce qui devrait aussi nous permettre de faciliter nos échanges avec les éventuels porteurs de projets et de requalification du centre-ville. Oui, je l'ai fait très brièvement. Si jamais vous avez des questions, oui, n'hésitez pas, Monsieur Vaton. Très bref. Oui. Dans ce cas, nous allons voter pour. Très bien. Merci. Oui, Madame Normani.
Alors moi, je m'excuse, je vais certainement faire des redites pour ceux qui siègent au conseil communautaire, mais pour ceux qui ne sont pas là, je vais reprendre les propos que j'ai tenus lors du conseil communautaire. Donc, tout d'abord, je me félicite de voir que vous reprenez plusieurs de nos propositions énoncées en 2020 dans les actions listées page 20 de la Convention, comme par exemple la rénovation des immeubles du centre-ville, le développement du cyclotourisme, et la connexion des pistes cyclables, la végétalisation de la ville, la création d'un campus, la création d'un tiers-lieu. On peut aussi constater que l'analyse de la situation socio-économique de la ville d'Orange sanctionne un bilan très négatif de la politique menée par la ville d'Orange. On peut relever les principaux chiffres. La ville d'Orange a un taux de chômage toujours très élevé, à 23%, soit 3,3 points de plus que la moyenne du département, et 8,5 points de plus que la moyenne nationale. Une perte de 300 emplois dans les activités industrielles et de construction, un taux de pauvreté de 23%, une baisse significative de la population orangeoise qui passe derrière Carpentras, aujourd'hui à 29 000 habitants, 29 865 très exactement habitants, des commerces vacants en augmentation, 110 locaux vides, recensés contre 65 dans le rapport de la Chambre régionale des comptes en 2018. Si l'on regarde les actions listées dans cette convention, plusieurs mesures me semblent bien incohérentes au regard de la politique que vous menez jusqu'à présent. Vous dites vouloir faire du PEM d'Orange un véritable lieu d'interconnexion efficace pour les mobilités du quotidien, mais à la clôture du budget mobilité en juin 2021, la ville d'Orange retire 3 millions d'euros du budget mobilité en la versant au budget principal de la ville. C'est ce qui a été effectivement souligné tout à l'heure par M. Savignan et Mme Louis, privant donc le nouveau budget mobilité de la POP des fonds nécessaires pour pouvoir investir. Dès 2021, j'ai demandé à ce qu'il soit réalisé un inventaire des friches commerciales et industrielles afin de proposer des surfaces d'installation de nouvelles entreprises sur notre territoire. Et je suis interloquée de lire que rien n'a été fait depuis. Vous parlez ensuite de végétaliser le centre-ville, alors que nous dénonçons depuis 2021 l'abattage non indispensable de nombreux arbres sains. Vous parlez de déplacer la maison des associations en cœur de ville. Alors là, nous avions proposé de créer une maison associative intergénérationnelle à l'Hôtel Dieu lors de la campagne des élections municipales de 2020, ce qui permettait de mettre de la vie à proximité de l'école, de la bibliothèque et du Palais des Princes. Vous avez décidé d'y mettre les archives. Certes, c'est très intéressant, mais ce n'est pas un lieu de vie. Par ailleurs, cela a occasionné un surcoût de travail important lié au poids des archives. Et j'ai d'ailleurs une question à ce sujet. Qu'en est-il de la maison des associations qui devait être installée à l'ancienne clinique Maudrin? Enfin, cette convention précise, page 28, article 8, que les élus des collectivités bénéficiaires dont Orange font partie des comités de projet. Donc, je compte sur vous pour envoyer par mail l'invitation à chaque réunion de pilotage et de façon à ce que nous soyons également destinataires des tableaux de bord. Enfin, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous communiquer les annexes que nous n'avons pas eues, notamment les fiches d'action, le diagnostic, la maquette financière? Je vous l'avais déjà demandé en conseil communautaire. Pour l'instant, j'ai toujours rien eu. Et voilà. Donc, je vous laisse me répondre. Et j'espère que ces projets seront réellement mis en œuvre. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, premier point, je ne sais pas si c'est nous qui avons pompé votre programme ou si c'est plutôt vous qui avez pompé ce qu'a fait Jacques Bompard et cette majorité, parce que je vous donne un exemple, c'est quand même le plus parlant. Sur le cyclotourisme, je l'ai déjà cité, mais l'éducation, c'est la répétition. Le cyclotourisme, la Via Venetia qui avait été mis de côté, mis en silence par Clodo, en tout cas de ce qu'on disait au conseil départemental, de ce que la majorité me disait au conseil départemental, a été relancé par Maurice Chabert, et Maurice Chabert voulait s'arrêter à Jonquière. Et donc, je le dis, je le redis, je le répète, et en plus ça avait été acté au conseil communautaire, Jacques Bompard, mon prédécesseur, était allé voir Maurice Chabert en lui disant, parce qu'il se connaissait depuis longtemps,
qui avait dit tu fais aller la Via Venetia jusqu'à Jonquière, moi je suis à proximité de la Via Rona, pousse jusqu'à Orange et moi je ferai la jonction Via Rona, Via Venetia. Bon, c'était dans les années 2016. Alors je veux bien qu'après, en 2021 ou en 2020, vous ayez mis dans votre programme du cyclotourisme, mais manifestement, vous n'avez pas attendu pour le faire, c'est heureux. D'ailleurs, tout comme pour la requalification des immeubles du centre-ville, vous ne pouvez pas nous attaquer de faire de la réserve foncière et d'aider à la requalification, tout en nous disant que c'était dans notre programme. Bon, très bien, je vous avoue, je n'ai pas lu votre programme, puisque c'était déjà ce qu'on faisait, mais ce n'est pas grave. Le taux de chômage. Le taux de chômage, encore une fois, il a baissé d'après les statistiques de l'INSEE, on est passé de 23 à 19. Encore une fois, je m'en félicite, mais je pense que c'est peut-être un petit peu lié aux forts investissements qu'on fait sur Orange. Ça permet aux entreprises, quand on a envoyé depuis 1995 un peu plus de 300 millions d'euros d'investissement, je pense que ça joue aussi sur l'emploi local. Mais je pense qu'il y a aussi des critères nationaux. Et encore une fois, là, la base aérienne arrive avec 500 personnels. Donc le taux de chômage risque de chuter. Est-ce que ce sera vraiment de mon fait? Non, ce sera du fait d'une restructuration de l'État qui fera que pour le coup, il aura aidé au développement économique aussi. La chute de la population orangeoise, ça, je l'ai déjà dit aussi, il y avait un problème d'inventaire et de la part de l'INSEE et de la part de services de l'Interco qu'on a commencé à redresser il y a à peu près 3 ans et où il y avait, je crois que je vous l'avais déjà dit, il y avait 400 logements qui avaient habité, qui n'avaient pas été répertoriés par l'INSEE et nous, de notre côté, on en a retrouvé 400 autres et le chiffre n'a fait que croître depuis. Donc comme il faut 3 à 4 ans pour que les chiffres soient actualisés, il est fort possible que d'ici l'année prochaine, et ne serait-ce qu'avec l'arrivée de la base aérienne en plus, qu'il y ait une augmentation dans les chiffres de la population. Ça, c'est un travail où, pour le coup, je bats ma coulpe. On aurait dû faire plus attention à l'inventaire, j'allais dire, des logements, mais l'INSEE a reconnu aussi qu'il y avait peut-être des carences qui avaient été faites. S'ajoute à cela, on l'a déjà vu, même si le phénomène se réduit, ou quand l'État ne fait plus de comptage global, il fait des comptages et après des projections. Il fait des comptages partiaux et après il fait des projections. Donc je ne suis pas sûr que la méthodologie soit ce qu'elle soit. Mon père s'était demandé en son temps s'il n'aurait pas fallu qu'il paye lui-même un comptage, mais ça n'était pas opposable à l'administration. Ce qui fait foi, c'est ce qu'a fait l'INSEE. Bon, les mobilités, encore une fois, je vous dis, ça c'est... Alors moi, ça m'arrange que vous répétiez ça à l'envi. Il y a 2 solutions. Les excédents du budget transport, à l'époque, c'est le fruit des cotisations des entreprises orangeoises. Vous voulez les réinjecter à l'Interco, alors que c'est déjà Orange qui gave cet Interco. Donc vous voulez détourner l'argent des entreprises orangeoises. C'est un argument que je n'aurais pas utilisé en tant que tête de liste pour une élection municipale, et que d'ailleurs les entrepreneurs ne comprennent pas, mais ça vous regarde, c'est un axe politique que vous conservez. Moi, je ne manque pas d'ailleurs de l'utiliser. Bon, sur les abattages d'arbres sains, on parle de platanes. Encore une fois, on va revenir une 25e fois sur le sujet. Les platanes, je vous l'ai déjà dit, ça conserve la pollution aux hydrocarbures. En 2002-2003, ça avait été une catastrophe, une véritable catastrophe, parce que ça avait aggravé les inondations. Je me tourne vers M. Vaton qui connaît bien le sujet. Et donc, du coup, on part sur des essences avec des feuilles qui soient putrescibles. Parce que la feuille de platane est imputrescible. Voilà. J'espère avoir répondu et que ce soit entendu. Sur l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, il y a un symbole patrimonial, historique, architectural assez fort quand même. Ça a été l'ancien hôpital, certes, mais avant ça, ça a une longue histoire, ça a une longue tradition. Et je pense que vous ne regardez pas assez ce qui se passe à Orange, parce que contrairement à ce que vous pensez, c'est un des lieux, en l'état actuel, et ce sera encore mieux quand ce sera fait, qui aide à la transmission de la culture et de l'histoire d'Orange, les archives. On reçoit beaucoup de personnes, on reçoit beaucoup de gens, on reçoit beaucoup d'enfants qui sont ravis des animations qui y sont faites, n'est-ce pas, Madame Galmard? Je pars sous votre contrôle. Et donc, il y a 2 manières de faire de s'occuper des enfants ou de faire de la culture. Il y a effectivement l'événementiel, qui peut être quelque chose de bien, mais il y a aussi la transmission de l'histoire et du patrimoine. Bon, je sais que votre président de la République ne sait pas ce que c'est l'histoire de France, qu'il ne connaît pas, qu'il a dit, moi, l'histoire de France, je ne sais pas s'il y en a une. Bon. Donc je comprends que dans la déclinaison locale, on ne voit pas d'intérêt à remettre au centre du village, alors là pour le coup non pas l'église mais l'Hôtel-Dieu, mais moi j'y vois un intérêt parce que je pense que, comme le disait Mistral, les arbres aux racines profondes sont celles qui montent le plus haut et j'ai un souci à ce que ce pays redevienne aussi haut que ce qu'il a été jadis. Et on vous communiquera les fiches actions sans difficulté. Monsieur Savignan, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, merci.
Donc, nous approuverons cette convention cadre portant sur l'opération de revitalisation du territoire, car c'est un outil qui va permettre de lutter contre la dévitalisation du centre-ville en termes de logement et de commerce. Un outil qui, à partir d'un diagnostic très intéressant, fait le point sur les forces et faiblesses du centre-ville et avance des préconisations intéressantes qui vont permettre de mobiliser habitants et acteurs institutionnels et économiques autour d'un projet de requalification et d'animation du cœur de ville. En ce sens, il rejoint la demande que nous formulons depuis le début du mandat d'organisation d'états généraux du centre-ville. Nous espérons que le comité du cœur de ville, nous espérons que le comité de pilotage mettra en œuvre cette organisation afin que l'ensemble de la population soit associée, notamment les 20% d'Orangeois qui habitent le centre-ville, les 44% de commerces de la commune qui sont situés en centre-ville, et que la question du logement en ville soit débattue, car l'étude pointe la problématique de la vacance en identifiant 1100 logements vacants sur le territoire et pointe l'impérieuse nécessité de réinvestir les cellules vacantes, notamment celles pouvant accueillir des locomotives commerciales. Elle souligne aussi la nécessité de freiner le développement des zones commerciales pour se recentrer sur l'offre du centre-ville. Voilà ce qu'on avait à dire par rapport à ce dossier. Merci, Monsieur Savignon. S'il n'y a pas d'autres interventions, on passe au vote. Il faut que... Alors, 34 votes, 34 pour, le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 19, marché des producteurs, approbation du règlement intérieur et du dossier d'inscription. On va retravailler le marché des producteurs et on va en baisser les tarifs de mémoire, c'est bien ça? Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Bon, on passe au vote. Oui, oui, bien sûr. Non. Ah oui, bah oui. Non, mais on ne sait jamais maintenant. C'est même pas la peine. Alors, 35 votants, 35 votes, 35 pour. Et le service me demande de sortir pour la délibération suivante. Donc je sors. Attendez. Chers collègues, incorporation d'un bien vacant et 100 mètres dans le domaine communal, parcelle non bâtie cadastrée section C901, 6 chemin de Champlain. Vu les informations figurant au registre du cadastre concernant la parcelle non bâtie cadastrée section C numéro 901 appartenant à M. Jacques Régnier, vu l'acte de décès de M. Jacques Régnier, intervenu le 23 décembre 1977, vu l'état de situation du recouvrement des taxes foncières fournies par la Direction générale des finances publiques en date du 20 janvier 2023, considérant que, au vu des éléments suivis de la parcelle non bâtie cadastrée section C 901, d'une contenance de 326 m², 6 chemin de Champlain, n'a pas de propriétaire connu depuis plus de 30 ans et les taxes foncières s'y rapportant n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans. Considérant que l'incorporation de ce bien vacant et 100 mètres dans le domaine public communal permettra l'aménagement d'un fossé de gestion des eaux pluviales de la voirie dénommée chemin de Champlain. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'approbation de plein droit du bien vacant et 100 mètres non bâtis cadastré section C901 d'une contenance de 326 m², 6 de chemin de Champlain et son incorporation dans le domaine communal, conformément aux dispositions de l'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et 713 du Code civil, de dire que conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exemptée des droits de mutation. Et enfin,
d'autoriser Monsieur le maire ou tout adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier, tout acte et pièce, tout avant-contrat constitué, toute servitude ou mise en copropriété qui pourrait être formée sur ce bien. Y a-t-il des questions? C'est un cadeau du Père Noël. On va passer au vote, s'il vous plaît. Monsieur Gastou. Il est parti. Alors, vote 34. Le dossier est adopté, l'unanimité. Je vous remercie. On va peut-être demander à Monsieur le maire de revenir. Voilà. Après, c'est les subventions, non, il peut rester dehors. C'est bon, qu'il reste dehors. Il peut revenir? Allez. Moi, j'aime bien qu'il... On ne savait plus s'il fallait que tu reviennes ou pas. Ça va finir, je ne vais plus pouvoir siéger. Hein. Ouais, tu vas passer ça en fera plaisir à certains. Tu vas passer ton temps. Vous allez, Madame Alouis va pleurer. On verra des mots d'amour. Allez, on n'est pas là pour rigoler. 21. Dossier, alors quoi, 21? Catherine. Oui. Ah oui, et je sors aux deux derniers. Allez. C'est donc le dossier numéro 21, la délibération, la création tarifaire pour la mise à disposition de la salle festive de la Maison des Associations et des 3 salles du théâtre municipal. Chaque salle du théâtre municipal ayant une capacité d'accueil différente, il y a donc lieu de modifier la grille tarifaire existante et ainsi de créer un tarif pour chacune des 3 salles du bâtiment. Et une fois adopté, cela sert de base dans la détermination des aides indirectes en nature accordées aux associations. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs de la salle festive, de la maison des associations et des 3 autres salles du théâtre municipal telles que précisées dans le document annexé ci-après. De préciser que ces nouvelles modalités entreront en vigueur à partir du 1er mai 2024 et d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Alouis. Oui, sauf erreur de ma part, j'ignorais que le théâtre municipal, sa mise à disposition était payante. Tout à l'heure, j'ai entendu des demandes de réduction des dépenses et de Cour des comptes. Je tiens à préciser que la Chambre régionale des comptes, elle a eu conclu il y a quelques années que le montant moyen des subventions accordées aux associations était inférieur de 25% à ce qui se pratiquait dans les autres collectivités. Et donc, je constate qu'il y a une volonté. Alors, je vois bien que on accorderait 3 fois par an la gratuité aux associations, syndicats, partis politiques, personnes morales de droit public, la maison des associations. Une seule fois par an, le théâtre municipal. Donc là, il y a manifestement une volonté de renverser l'utilisation de ces 2 bâtiments, puisque historiquement, c'est vrai que le théâtre municipal avait tendance à être plus sollicité que la maison des associations. Mais après, je suis surprise de voir que les comités d'entreprise sont classés au même titre que des entreprises qui font forcément du profit, ce qui n'est pas le cas des comités d'entreprise. Deuxièmement, vous parlez d'associations orangeoises ou non orangeoises à but lucratif. Je ne sais pas à quoi vous faites référence pour pouvoir leur imposer une tarification. En fait, la façon dont sont présentés ces tarifs, la façon dont sont classées les organisations ne nous convient pas. Et donc, nous ne voterons pas ce dossier. Il y a d'autres questions? Non. Alors, sur les associations,
Et certaines associations se servent du théâtre municipal, entre autres, pour faire des manifestations à but lucratif. C'est pour ça qu'on a tenu à J'ai faire compris ça, qu'une mais seule... vous pouvez nous donner Madame un Alouis, exemple, ne coupe- non, exemple. Madame Alouis, non, mais elle est en train de vous répondre. Souffrez sa réponse, même si elle ne vous convient pas. Mais c'est toujours le cas. À chaque fois que l'opposition pose une question, ce n'est pas pour poser la question et avoir la réponse, c'est uniquement pour exister. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Voilà. C'est un peu vrai. Donc, je vous disais qu'il y a plusieurs raisons qui nous ont fait prendre ces décisions. C'est d'abord les gestionnaires de syndicats de syndics de copropriété qui, au départ, demandaient une fois, 2 fois le théâtre municipal, mais qui maintenant arrivent à nous demander 10 fois le théâtre municipal et ça nous bloque pour nos associations. Donc, effectivement, nous avons mis un tarif et une régularisation là-dessus. D'autant plus qu'il y a plusieurs salles et ils nous demandent toujours la même salle, évidemment, la plus grande. Pour les associations, c'est pareil. Les associations, il y a de réelles associations qui font des manifestations à but non lucratif, pas de problème. Celles qui le font en faisant payer l'entrée entre 10 et 20 euros l'entrée au théâtre municipal ou en faisant payer au chapeau ou faisant des concerts, c'est plus possible. Elles nous demandent le théâtre municipal 10 fois dans l'année. Non, c'est plus possible. Il faut le laisser aux autres associations qui n'ont peut-être pas la même façon de fonctionner. D'autant plus que je vous rappelle qu'ils ont quand même la salle d'OD une fois par an, qu'ils ont quand même le hall des expositions plusieurs fois par an. Je dirais, il y a des possibilités pour les associations. Oui, mais je précise, dans cette ville que l'opposition aime bien réputer morte, nos équipements sont saturés à peu près un an et demi avant. Et en fait, il ne faut pas chercher le diable là où il n'est pas. C'est exactement ce que vient de dire Catherine et je l'en remercie. En fait, on fait ça justement pour essayer de faire de la place pour les uns et les autres, ce qui n'est pas chose aisée. Alors ça tord un peu le coup, une fois encore, à la réputation mais nos équipements sont saturés et on en est ravis. Et donc, voilà, c'est très très bien. Quand après, on fait un certain nombre d'assemblées générales, alors peut-être le montant de nos subventions aux associations est peut-être pas assez, il n'est jamais assez important, hein, si on veut. Mais c'est vrai que pour faire un certain nombre d'assemblées générales, et où généralement il y a des membres des comités départementaux, etc., ils sont toujours admiratifs des équipements qu'on a. Et vous avez d'autres communes qui, effectivement, comme il n'y a pas les équipements qu'il faut, ils donnent plus de subventions. Moi, je préfère que la plupart des clubs sportifs d'Orange, notamment, ou des associations, s'enorgueillissent des équipements qu'on a et qu'on soit là ponctuellement quand il y a quelque chose, surtout sur l'investissement. Là, on est toujours au rendez-vous, je le crois, plutôt que donner pour donner. Voilà. On essaye de rationaliser un peu tout ça dans des équipements qui sont de plus en plus saturés. Oui, Madame Alouis. Oui, j'entends l'argumentation de Madame Gaspard, mais sur les syndics de copropriété, que les syndics, qui est une dizaine de syndics qui demandent des réunions, certainement, que le même syndic demande 10 fois par an la salle, j'y crois pas. Donc, alors, mais les gestionnaires de syndics, c'est trop facile, parce qu'en fait, moi, par exemple, en tant que copropriétaire, je suis au syndic du Clos Arosio, qui est géré par un syndic, une agence immobilière. Cette agence immobilière, si elle gère, par exemple, 10 syndics de copropriété, il faut comptabiliser le syndic de copropriété, parce que sinon c'est forcément les propriétaires orangeois qui sont pénalisés parce qu'il y a des agences immobilières qui ont le monopole en fait de gestion. Et donc de ce point de vue, je pense qu'il y a des choses qui devraient être affinées. Quand je suis d'accord avec vous que si un syndic de copropriété demande plusieurs fois dans l'année qu'on puisse à un moment donné faire payer la salle, mais quand il s'agit du syndic d'une copropriété et pas de l'agence immobilière qui gère le syndic. Parce que là, ça ne fait plus la même chose. Ensuite, vous parlez de syndicats, moi je vous parle de comités entre les syndicats ou les comités d'entreprise, ce ne sont pas des organisations qui font du bénéfice en fait.
Et donc, il n'y a aucune activité financière de la part des comités d'entreprise. Je trouve que c'est contraire à l'éthique qui devrait, au contraire, on devrait favoriser les actions qui sont menées par les comités d'entreprise, comme d'autres clubs sportifs. Donc voilà, simplement la façon dont le classement est fait ne nous convient pas. Voilà, je maintiens. Je note, mais je note aussi avec tristesse que vous êtes copropriétaire et que, comme disait Proudhon, la propriété c'est le vol quand même. Mais je suis 2 fois copropriétaire. Donc ça fait, est-ce que ça fait une fois propriétaire si vous êtes 2 fois et donc en fait, le problème c'est que c'est la même agence immobilière qui gère les 2 syndics. Je vous faisais un clin d'œil révolutionnaire, c'est tout. Donc dans ces 2 cas, tac, tac. Je rentrais pas du tout dans les... Il y a une confusion aussi dans le libellé. Oui. Je trouve, moi, il y a une confusion dans le libellé parce que ça va être difficile de choisir. Vous dites les associations orangeoises. En fait, c'est lorsqu'elles organisent une manifestation à but lucratif. C'est ça que vous dites, ouais, mais c'est mal, pour moi, c'est mal. Association orangeoise à but et manifestation lucrative. Je vais essayer de vous redonner l'esprit qui Puis même l'histoire du chapeau, l'histoire du versement au chapeau, parce qu'il y a du théâtre, par exemple. Je vais essayer de vous... En fait, vous êtes en train de vouloir pomper des associations comme pas de rond. Je vais essayer de vous redonner l'esprit. Non, c'est pas sur les associations qu'on va faire le gras. Le théâtre des rêves éveillés, par exemple, ne me dites pas qu'il roule sous l'or. Vous voulez pas m'écouter, au point de payer voilà. On retrouve des réflexes marxistes qui me font de la peine. C'est pas la partie que je préfère. Pas. Encore une fois, c'est un peu ce qu'on essaie de vous dire. On essaye d'appliquer de la rationalisation sur la surutilisation de nos équipements parce que peut y arriver parfois que, comme justement jusqu'alors on n'était pas forcément très regardant, ça nuise à d'autres associations. Le but est là, tout simplement. Ne voyez pas, encore une fois, le diable où il est. Est-ce qu'on est bon? Oui, même par contre, Madame Normani vous a posé une question avec laquelle je suis d'accord. Que la propriété, c'est le vol? Non, il y avait un projet de maison d'association. Oui, tout à fait. Sur l'avenue Frédéric Mistral. On est en cours de négociation parce que, pour une demande qui n'est pas forcément, mais qu'on n'avait pas vu venir, nous demande de conserver une partie de la façade de l'ancienne clinique Maudrin, ce qui cause des surcoûts assez conséquents. Donc ça fait partie des négociations d'une collectivité classique qui a trait à travailler avec ses autorités de tutelle sur le sujet. Voilà. Donc le projet est toujours en cours. On travaille dessus. On travaille sur tout. Est-ce que c'est bon? C'est bon, Denis? Allez, on vote? Parce qu'après, il paraît qu'il faut que je ressorte. Là, j'en prends une. Et la Ligue du Sud, en fait, à partir de 3 réunions, vous payez? Alors, je pensais que vous alliez la sortir avant. Je vous trouve un peu fatigué. Là, on est près du week-end, vous êtes décontracté. Je sens qu'on va les caler le vendredi, on est en meilleure ambiance. Non, vous l'avez vu, nous, on utilise, on paye là où on va. Moi, je veux éviter tout problème. Et donc, là où on va pour faire nos réunions, on paye la prestation. Oui, la Ligue du Sud, vous êtes avenue Foch, c'est ça? Non, on n'est plus avenue Foch, non, ça fait un moment qu'on n'est plus. Parce que j'ai vu que vous l'avez acheté, ça aussi, non? On n'est plus avenue Foch depuis bien tapé. Hein. Non, et par contre, la ville l'a acheté à sa propriétaire. Voilà, la ville l'a acheté, ça. C'était à Fernand Mazoero, qui était un des premiers colistiers de Jacques Bompard, grand pilote émérite s'il en est. Et avant que Fernand meure, on avait déjà quitté les locaux. Vous l'avez acheté à Bujosa, je crois, non? Là, la ville l'a acheté à son ayant droit. Voilà. Pas très cher, d'ailleurs, j'ai trouvé. Le prix, vous savez comment ça marche. Des fois, vous aussi, vous faites semblant de ne pas savoir. Ça m'étonne de vous, qui est quand même un élu expérimenté. Vous savez très bien qu'on achète au domaine, à l'évaluation des domaines. Pas nécessairement, hein, pas nécessairement. Nous, on le fait systématiquement. Oui. Parce que après, il faudra me le démontrer. Et j'ai pas voté du coup. Ah si, j'ai voté. Allez, Jean-Pierre, on t'attend. Alors, 35 votants, 34 votes, 28 pour, 6 abstentions. Ok. Je sors? Je sors.
Jour, je vous raconterai, non, je crois que je vous l'ai raconté la fois au conseil départemental quand même, juste pour l'anecdote. Je pose une question à Thierry Lagneau, qui est le premier vice-président du conseil départemental, mais aussi président du SDIS. Je lui pose une question relative au SDIS, il n'a pas eu le droit de me répondre parce qu'il était président du SDIS. Et que du coup, il y avait conflit d'intérêt à me répondre à la question. C'est la loi sur la prise illégale d'intérêt. Je vous laisse, là aussi, à la libre interprétation de ce texte de loi napoléonien, pour le coup. Hein. Bon, enfin bref, je pense que je vais finir par écrire un livre sur cette prévention. Je m'en vais, ne votez pas avant que je parte, ne présentez rien, parce que je vois que... Allez, à tout à l'heure et soyez sages. Je ne veux pas vous entendre crier. Hein. Alors, pour le dossier 22, la parole est à Madame Catherine Gaspard. Merci. Donc, c'est la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Les Pétangeuls, l'association qui bénéficie d'aide en nature par la mise à disposition d'équipements tels que le local du Boulodrome ou le parc de la Brunette et des salles communales. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les termes de la convention d'objectifs et de moyens conclus entre la ville et l'association, dire que l'association a satisfait aux conditions de déclaration prévues à la réglementation et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Monsieur le Président, nous pouvons passer au vote. On va passer au vote. Monsieur Bouillet. Vidal. Frédéric. Oh, c'est pas grave. Alors, vote 34 pour. Le budget, le dossier est adopté. Je vous en remercie. On va passer au dossier suivant. Le dossier 23. La parole est à Madame Gaspard. Merci. Il s'agit de l'attribution d'une subvention complémentaire car la commune souhaite soutenir ces associations et épauler les sportifs qui mettent la ville à l'honneur. Donc c'est pour le cercle d'escrime orangeois pour un montant de 800 € et l'avenir gymnique orangeois pour un montant de 1500 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'allouer la subvention exceptionnelle à 2 associations comme mentionné dans le tableau, dire que ces associations ont satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation, préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2024 et autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Nous pouvons passer au vote, monsieur le Président. On passe au vote. « 34 votants, 34 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On va demander à monsieur le maire de venir pour clôturer la séance. Ça n'a pas été trop long. Je te vois. Si vous partez, pensez à signer avant de partir, hein, les documents. Mais tant que la séance n'est pas close... Je vous remercie à tous pour ces échanges de qualité. Et oui, n'oubliez pas de signer, c'est important. Mais essayez de signer vite parce qu'il faut qu'après, il y a un loto qui s'organise. Donc, ouais, quand je vous parlais de suroccupation des locaux. Merci à tous, bon week-end. Merci, monsieur le maire.